Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi du quotidien, gérer les perturbations en classe pour réussir à créer un climat d'apprentissage qui soit vraiment positif. C'est un sujet absolument fondamental, alors c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Regardons un peu cette réalité en face. Sur ces images, on a deux salles, deux ambiances. D'un côté, c'est le chaos total. L'énergie du groupe part en tous les sens et le cadre a complètement disparu. De l'autre, c'est un acte super discret. Une petite provocation silencieuse avec un simple avion en papier. Visuellement, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Eh bien au fond, le résultat est exactement le même. Ces deux situations fracturent le cadre. Et quand le cadre saute, l'apprentissage devient mission impossible. Au menu de notre analyse, nous allons suivre un vrai parcours de diagnostic. D'abord le climat de classe, ensuite comment différencier indiscipline et conflit, l'exploration des causes racines, puis les stratégies actives de prévention, avant de terminer par des cas pratiques. Première étape donc, le climat de classe, qui est véritablement le facteur clé de la réussite. Soyons clairs dès le départ. Un climat serein, ce n'est pas juste un bonus pédagogique pour faire joli. C'est littéralement la fondation de tout. Sans ça, tout s'écroule. Quand l'ambiance est calme et respectueuse, la motivation et l'engagement des élèves décollent tout seuls. À l'inverse, à la moindre perturbation, bam, la concentration s'effondre. C'est comme un parasite sur une fréquence radio. La discipline, en fait, elle sert uniquement à protéger ce cadre vital. On passe au deuxième point de notre diagnostic, indiscipline ou conflit. C'est là qu'il faut être hyper précis, car ce sont deux choses totalement différentes. L'indiscipline, c'est avant tout un manquement individuel. C'est le fait de franchir la ligne jaune, de transgresser une règle, que ce soit fait exprès ou non. Le conflit, par contre, c'est interpersonnel. C'est un choc frontal, une opposition directe entre les intérêts ou les avis de plusieurs personnes. Et si on se trompe de diagnostic à cette étape, on se trompe de remède pour la suite. Prenons des cas hyper classiques du quotidien. Le bavardage qui n'en finit plus, les retards à répétition, le téléphone planqué sous la table ou le matériel dégradé. Tout ça, ce sont des actes d'indiscipline. Souvent, on a tendance à prendre ça pour une attaque personnelle contre l'autorité. Mais en réalité, c'est très souvent le signe d'un décrochage, d'un manque total de motivation. C'est simplement une rupture du contrat scolaire. À l'inverse, avec le conflit, ça fait des étincelles. Ça peut être horizontal, entre élèves, une petite moquerie, une grosse rivalité pendant un match de sport, ou une embrouille sur qui fait quoi dans un travail de groupe. Mais attention, ça peut aussi être vertical, entre l'élève et l'enseignant. Une consigne mal comprise, une punition vécue comme une injustice absolue, et paf, la relation s'enflamme. Ces conflits-là peuvent exploser au grand jour, ou bien se traduire par une tension super lourde et silencieuse. Troisième étape, il est temps de creuser un peu. Quelles sont les véritables causes de ces perturbations? D'où viennent-elles? Commençons par ce qui se passe du côté de l'élève. L'indiscipline, c'est souvent un message codé qu'il faut décrypter. Par exemple, un élève qui refuse de s'engager, ce n'est pas forcément de la flemme, c'est très souvent le masque d'une peur panique de l'échec. Des soucis personnels invisibles peuvent aussi se transformer, en classe, par de l'agressivité ou un repli sur soi. Et ces comportements ultra provocateurs, c'est la plupart du temps le symptôme direct d'un immense besoin d'attention. Et puis, il faut avoir l'honnêteté d'analyser le rôle de la pédagogie elle-même. Oui, l'enseignant peut aussi être la source du problème. Un cours trop répétitif, des exercices trop faciles ou au contraire carrément hors de portée, tout cela crée de l'ennui et une frustration immédiate. Si les règles sont floues ou les consignes mal expliquées, l'indiscipline s'engouffre directement dans la brèche. Enfin, une posture ultra-autoritaire, sans aucune écoute, ça fabrique mécaniquement des tensions à la chaîne. Au-delà de l'élève et de l'enseignant, il y a un troisième acteur qu'on sous-estime tout le temps, le décor. Oui, l'environnement physique et matériel joue un rôle absolument majeur. C'est purement logistique, mais l'impact est massif. Imaginons un groupe surchargé dans un espace inadapté. Le contrôle se dilue et c'est le désordre garanti. Prenons l'exemple d'un cours de sport. S'il manque des ballons pour faire jouer tout le monde, l'attente passive va inévitablement se transformer en bagarre pour récupérer le matériel. C'est mathématique. Et bien sûr, si l'ambiance globale de l'établissement est tendue, cela finira toujours par s'infiltrer entre les murs de la classe. Quatrième étape, et non des moindres, le traitement. Quelles sont nos stratégies d'action pour prévenir tout ça? La solution repose sur un plan d'attaque en 3 piliers. D'abord la pédagogie pour maintenir l'engagement, ensuite la gestion de classe pour bien structurer le cadre, et enfin la prévention pour apaiser rapidement les tensions. Côté pédagogique, l'antidote absolu contre l'ennui, c'est la variété. Il faut rythmer les méthodes. Alterner le travail solo, les travaux de groupe, balancer quelques défis ou jeux. Le secret, c'est de calibrer la difficulté. Ni trop simple pour éviter la distraction, ni trop dur pour éviter de décourager tout le monde. Et surtout, il faut rendre chaque personne active. Confier des rôles précis, comme être l'arbitre ou l'observateur d'un exercice, ça change littéralement la dynamique. Pour la gestion de classe, le maître mot, c'est la clarté. Les règles du jeu, de sécurité et de respect doivent être annoncées dès la toute première minute. Mais attention, la rigueur n'empêche pas l'humanité, bien au contraire.
Une autorité qui fonctionne vraiment repose sur un vrai climat de confiance. Les règles doivent être appliquées avec une cohérence totale. Il faut être juste, ferme et surtout n'avoir absolument aucun favoritisme. Et pour empêcher les conflits d'exploser, la meilleure arme, c'est la parole. Faire circuler la communication empêche les petits malentendus de s'envenimer. Offrir un espace où l'on peut exprimer ses frustrations calmement fait chuter la pression d'un coup. Et quand ça coince vraiment, une intervention ultra rapide ou le recours à des élèves médiateurs permet de régler le problème de façon super intelligente et formatrice. On entame notre dernière ligne droite, l'étape 5. Passons à la théorie en pratique. Voici un petit exercice de réflexion, une vraie gymnastique intellectuelle. Face à un incident, est-ce de l'indiscipline ou un conflit? Et surtout, pourquoi ça se produit? C'est la question indispensable pour ne pas réagir à l'aveugle. Regardons la solution. Si un élève reste assis au fond et refuse de participer à l'activité, ce n'est pas forcément une attaque personnelle contre le professeur. Comme on l'a vu, c'est très probablement la peur d'échouer. L'origine est interne à l'élève. A l'inverse, si un groupe entier s'embrouille, il faut regarder du côté de l'organisation. Est-ce que les consignes étaient claires? Manquait-il du matériel? Là, le problème est clairement structurel ou environnemental. On en arrive à une citation qui résume vraiment tout le cœur de ce décryptage. Il est important de comprendre leurs causes afin de mieux les prévenir plutôt que de se limiter à la sanction. Et oui, punir, c'est souvent comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça stoppe le bruit dans l'instant, mais ça ne soigne absolument pas la racine. Seule la compréhension permet de bâtir une vraie prévention. En fin de compte, l'adulte présent dans la pièce reste le grand chef d'orchestre. C'est sa capacité à observer, à faire preuve d'empathie et à ajuster ses propres pratiques qui fera la différence entre un espace de survie tendu et un véritable lieu d'épanouissement coopératif. Pour conclure, voici une petite réflexion pour la route. Et si on arrêtait de voir chaque perturbation comme une nuisance pour plutôt la percevoir comme un signal hyper précieux, une vraie boussole qui nous indique comment ajuster le tir et repenser nos méthodes pour les rendre encore plus captivantes? La balle est désormais dans notre camp. Merci d'avoir suivi cette analyse.